Bonjour à tous, donc nous allons reprendre ce cours après l'interruption de la semaine dernière due à la visite du président de la République, donc qui avait fait sauter ce cours. Et donc aujourd'hui, en fait, je vais passer un peu plus de temps sur un cours qui sera un peu prolongé, ce qui veut dire qu'il va faire aux alentours de 2 heures, mais on fera une interruption au milieu, entre autres pour me permettre de respirer. Vous vous souvenez de cette figure qu'on a déjà montrée dans le cours précédent, donc montrant l'extrême variation, vous voyez, sur 3 logs de concentration d'oxygéné en extracellulaire ou en intracellulaire, et en fonction de ces différences de concentration, on va avoir dans des bas niveaux d'oxygéné des signaux qui vont être des signaux normaux, qui vont contrôler la prolifération, la différenciation, la migration, l'angiogénèse. Et puis au fur et à mesure qu'on monte, on va avoir des signatures de réponse au stress, avec, on va le voir tout à l'heure, l'activation de certains facteurs de transcription dédiés, comme NRF2, et puis, si on monte au-dessus, l'inflammation, et puis des phénomènes extrêmement sévères comme de la fibrogénèse, des métastases. Finalement, encore à des concentrations plus hautes, l'arrêt de croissance et la mort cellulaire. Et donc, le champ, finalement, appelle ça le oxidative eustress, c'est-à-dire finalement la signalisation normale, vous voyez, dans cette zone verte, et puis l'oxydative distress, c'est-à-dire la réponse anormale liée à des manifestations pathologiques compte tenu donc de cette activation beaucoup trop élevée de la signalisation. Donc, pour rentrer un peu plus dans les détails, ce qu'on sait, c'est que dans des conditions normales, vous vous souvenez du cours précédent où on a vu que finalement la physiopathologie du stress oxydant, c'était celle des atomes de soufre et donc des résidus de thiol, et on sait que de 10 à 20% des thiols sont oxydés dans des conditions normales. Mais en fait, c'est assez difficile à estimer dans la vraie vie parce que ces expériences doivent être faites in vivo. Et vous vous souvenez que si on prélève des tissus et qu'on les expose à l'oxygène, eh bien, on va induire des biais considérables dans la détermination biochimique de cet état d'oxydation des cystéines. Alors, quelle est l'origine de cette eau oxygénée ? Eh bien, ça a été déterminé, par exemple, dans des cellules comme des myoblastes au repos, donc des cellules musculaires, et on estime finalement que c'est en gros moitié-moitié, donc à peu près la moitié, une petite moitié vient de l'activation des NADPH oxydases. Vous vous souvenez ces enzymes donc, qui vont utiliser les NADPH pour créer des radicaux peroxyles puis de l'oxygéné, et qu'à peu près l'autre moitié vient des défauts de transmission dans la chaîne mitochondriale, de la chaîne de transport des électrons, donc au niveau de la phosphorylation oxydative dans les mitochondries. Néanmoins, ça a été déterminé dans des myoblastes et on ne sait pas vraiment ce qu'il en est dans d'autres types cellulaires. Et donc, je vous ai dit, on va revoir plus en détail aujourd'hui, que cette signalisation redox intervient dans de très nombreuses régulations physiologiques. On avait évoqué les cellules souches, on va parler aujourd'hui de la longévité. Et il y a également un rôle essentiel dans l'adaptation, adaptation à l'exercice, qu'on avait mentionné, des blessures, métabolisme, immunité. Ce qui fait que ces enzymes NADPH oxydases sont aujourd'hui vues comme des enzymes très multifonctions, un peu comme des couteaux suisses, qui sont capables de remplir des fonctions extrêmement différentes suivant le contexte dans lequel elles vont être activées. Et puis on verra à la fin de ce cours des débuts d'intégration dans la physiopathologie et en particulier des cancers. On va voir qu'il y a des rapports qui sont complexes, ambivalents, éventuellement opposés de cette signalisation par le redox dans le processus de naissance et d'évolution des cancers. Alors,
Vous vous rappelez peut-être de cette diapositive qu'on a rapidement commentée dans le cours précédent, qui est tirée d'une très bonne revue par un des meilleurs spécialistes de la question, et qui montre finalement sur des cellules souches neuronales, mais on a des choses extrêmement similaires pour des cellules souches hématopoïétiques, qui a finalement il y a un double gradient. Vous voyez, quand on est à des concentrations extrêmement basses d'eau oxygénée, eh bien, on va gêner le phénomène d'activation des cellules souches. Donc, les cellules souches vont être entièrement quiescentes, et ceci va avoir des conséquences, par exemple, pour le potentiel de régénération, parce que ces cellules souches quiescentes ne sont pas capables, du fait de ce défaut de signalisation par l'oxygéné, pas capables de passer à l'état activé. Alors après, on a la zone normale, finalement, dans laquelle ces cellules souches vont faire leur travail, en quelque sorte, avec un passage de la quiescence à l'activation. Et une fois que ces cellules souches sont activées, elles vont se diviser, et donc soit une division qui va donner naissance à la différenciation, soit à de l'auto-renouvellement, et qui va donc permettre l'homéostasie de ce système nerveux. Si on montre un peu plus, on va être dans des conditions de régénérescence, avec donc des divisions asymétriques qui vont essentiellement pousser vers la différenciation. Et si on monte même encore un peu plus, eh bien on va avoir des mécanismes de sénescence dont on parlera dans le dernier cours, donc un vieillissement accéléré de ces cellules souches qui va avoir des effets défavorable donc sur l'homéostasie tissulaire. Et puis si on monte encore plus haut, on va carrément tuer ces cellules souches par un mécanisme de stress oxydant aigu. Et donc ceci est corrélé avec des anomalies de développement des axones dans le cas du système de cellules souches neuronales. Alors une autre situation qu'on a évoquée dans du dernier cours, c'est historiquement la première. On a vraiment étudié cette formation de radicaux oxygénés. Ce sont les cellules capables de phagocytose, essentiellement les granuleux, donc des cellules qui sont capables d'internaliser les bactéries, que vous voyez ici, donc en bleu, ce microbe qui est pris dans une vacuole, un phagosome de la cellule, et à l'intérieur de ce phagosome, eh bien, grâce à l'activité de ce complexe qui contient donc des cytochromes, dont l'une qui s'appelle GP91, qui est une de ces fameuses NADPH oxydases, eh bien, on va pouvoir fabriquer des ROS. Et alors, des travaux récents ont montré qu'il y avait, en fait, on pouvait, grâce à la nature du complexe contenant ce cytochrome, eh bien, distinguer les complexes qui vont induire des ROS en extracellulaire de ceux qui sont limités vraiment en intracellulaire. Ça se différencie par cette protéine qui s'appelle P40, qui va être donc spécialisée dans la production de ROS à l'intérieur de ces vésicules intracellulaires. Et ce système a très tôt intéressé les médecins et les scientifiques, parce qu'il existe une maladie qui est liée à des anomalies d'une de ces protéines, qui s'appelle la granulomatose chronique. Et donc dans la granulomatose chronique, les cellules sont capables de phagocyter les microbes, mais elles ne sont pas capables de les tuer. Et donc ces microbes vont persister à l'intérieur des cellules. Et cette maladie se caractérise par une hypersensibilité aux infections bactériennes, des infections bactériennes qui sont extrêmement difficiles à faire céder, tout simplement parce que ce système dédié de destruction des microbes n'est plus fonctionnel. Et donc, dans cette revue parue il y a quelques années, des travaux ont pu montrer que l'absence de cette protéine P40, donc qui caractérise la forme générant des ROS en intracellulaire, se manifeste également par une granulomatose chronique, preuve que l'activité de ce complexe induisant des ROS en extracellulaire n'est pas suffisante pour éliminer efficacement les bactéries. Et on va voir que, à nouveau, cette protéine GP111 peut être impliquée dans d'autres types de signalisation. Et donc,
pour revoir un peu de la chimie de ce mécanisme. Donc il y a ce complexe qui, à partir du NADPH, va faire des superoxydes, et ces superoxydes vont faire à la fois de l'eau oxygénée par l'action de superoxyde dismutase, et en présence de fer vont donner naissance au radical hydroxyle qui va pouvoir tuer efficacement les bactéries. Et à vrai dire, sous l'effet d'une protéine qui s'appelle la myéloperoxydase, on va pouvoir passer à une autre forme d'oxydant qui est l'acide hypochloreux, qui va également être un réactif extrêmement efficace pour détruire ces microbes. Alors, ceci va donc permettre l'élimination, une lutte très efficace contre les microbes. Et il faut donc se souvenir que ceci fonctionne à condition qu'on ait suffisamment de NADPH et que par ailleurs on ait suffisamment de fer. Et donc dans ces cellules phagocytaires, il y a une très forte activation de la voie du shunt des pentoses à travers la destruction du glucose qui est nécessaire pour fournir suffisamment de NADPH, et par ailleurs il faut également du fer pour arriver à faire efficacement cette cascade qui se manifeste donc par une production massive de radicaux oxygénés qui vont tuer les bactéries. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe finalement de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe du côté de la bactérie? Eh bien, ce qui se passe du côté de la bactérie, assez souvent, comme assez souvent en biologie, il y a des systèmes de poison contre poison. Du côté de la bactérie, eh bien, on va chercher à lutter contre le stress oxydant. Et cette lutte contre le stress oxydant va faire appel aux mêmes cascades de synthèse biochimique que celles qui luttent contre le stress oxydant dans les cellules eucaryotes, qu'on va revoir tout à l'heure, avec en particulier une capture de cet acide aminé central qui est la cystéine, pour faire entre autres du glutathion. Et donc le glutathion, grâce à cet apport en cystéine, va pouvoir réparer les protéines oxydées, détoxifier les ROS, renouveler les complexes fer-soufre qui avaient été détruits, tout ceci résultant dans la résistance au stress oxydant et donc la résistance à l'effet bactéricide de ces cellules. Et de manière intéressante, et pas entièrement comprise, d'ailleurs, ceci contribue également à la résistance aux antibiotiques, certains antibiotiques agissant, entre autres, par le contrôle du stress oxydant. Donc vous voyez cette cascade qu'on va revoir plus tard dans ce cours, avec la capture de la cystéine, synthèse du glutathion, résistance au stress oxydant, qui participe finalement à la résistance de ces bactéries aux tentatives de destruction par des cellules granuleuses. Alors, un autre exemple mentionné dans le cours précédent, vous vous en souvenez peut-être, c'est l'exercice physique. Et lors de l'exercice physique, il va y avoir une augmentation très forte de la capture du glucose, du fait de l'expression d'un des transporteurs du glucose, qui s'appelle GLUT4. Et on avait remarqué que cette induction de GLUT4 était diminuée par les antioxydants, ce qui paraissait, en réponse à l'exercice, ce qui paraissait difficile à comprendre au départ, et donc des travaux récemment publiés ont montré que, en fait, ces oxydants, ces radicaux oxygénés, au départ, on avait pensé qu'ils étaient liés à l'activité mitochondriale, ce qui était assez logique finalement, puisque en cas d'exercice physique, on va utiliser les mitochondries beaucoup. Eh bien, ces radicaux oxygénés ne viennent pas du tout des mitochondries, mais en fait, ils viennent de ce même complexe NOX2 et RAC1. Et donc, ceci va conduire, avec cette imagerie par des sondes sensibles au redox, voyez, à cette accumulation de ROS au niveau de la membrane cellulaire. Et cette accumulation de ROS au niveau de la membrane cellulaire en réponse à l'exercice, puisque vous voyez qu'en l'absence d'exercice, on n'a pas du tout cette même production d'espèces dérivées de l'oxygène, eh bien, nécessite absolument la présence de cette protéine RAC1 qui participe au complexe. Et donc, en l'absence de RAC1, on n'a pas ce complexe est inactif et il n'y a plus de production d'oxygéné, il n'y a plus d'adaptation à l'exercice. Alors, physiologiquement, quelles sont les conséquences? Eh bien, ceci a été étudié en fait par les mêmes auteurs dans un papier de suite, dans lequel ils ont regardé cette fois-ci l'impact
de ce système sur le métabolisme. Vous savez bien sûr que l'activité musculaire va jouer de manière très importante sur le métabolisme. Et donc, ils ont comparé des souris inactivées pour une des protéines de ce complexe dans 3 conditions différentes, finalement. Une nourriture normale, une nourriture extrêmement riche en graisse, high fat diet, et puis même nourriture extrêmement riche en graisse, plus de l'exercice forcé. Donc la question était de savoir au fond si ce système de production d'eau oxygénée allait jouer un rôle dans le rôle bénéfique de l'exercice dans ce système. Alors d'abord, ce qu'ils ont pu constater, c'est que lorsque ces souris sont soumises à un régime riche en graisse, vous voyez ici high fat diet, eh bien les souris qui ont ce défaut de production musculaire d'Eros, eh bien elles vont grossir et elles vont être significativement plus grosses que les contrôles. Et ceci est lié à une augmentation de la masse grasse et une diminution de la masse maigre. Donc en fait, ces souris pour lesquelles le muscle est déficient en production d'eau oxygénée, en réponse à un régime gras, eh bien, vont accumuler de la graisse. Ce qui suggère bien sûr que cette activité musculaire participe au métabolisme et à la destruction de la graisse. Et ensuite, quand on regarde maintenant une variante de ceci qui dépend beaucoup de la masse grasse, qui est de la réponse à une dose de charge de sucre, ce qu'on appelle une hyperglycémie provoquée, eh bien, on voit que dans des conditions normales, le taux de sucre dans le sang monte modérément, mais que si les animaux ont été préalablement nourris avec un régime très riche en graisse, eh bien, on va avoir cette fois-ci une glycémie très augmentée et particulièrement augmentée en l'absence de l'activité de ce complexe NOX2. Et de manière très remarquable, et c'était évidemment ce que les auteurs cherchaient à explorer, si maintenant on regarde l'effet du régime riche en graisse et de l'exercice, eh bien on va voir que chez les souris normales, on revient dans des conditions standards, c'est-à-dire au fond que l'exercice permet de gommer les effets du régime gras, alors que si on n'a pas cette capacité de produire de l'eau oxygénée dans le muscle et donc de contrôler l'import du glucose à l'intérieur du muscle, eh bien on se retrouve cette fois-ci dans des situations anormales. Alors, vous vous souvenez probablement de cette expérience sur la cicatrisation. Nous avions mentionné dans le cours précédent, avec dès qu'on coupe un morceau de la queue de ces alevins de poisson, une activation extrêmement forte de la synthèse locale d'eau oxygénée au niveau de la coupure. Et ceci donc étant représenté donc, par l'activité de ces rapporteurs fluorescents sensibles au stress oxydant, vous voyez extrêmement rapidement. Et ce que montre cette image, c'est que cette coupure est associée au recrutement de cellules inflammatoires, et pendant très longtemps, on avait pensé que ces cellules inflammatoires étaient responsables du stress oxydant, puisqu'elles ont la capacité de synthétiser ces enzymes, ce complexe NOX2. Et ce que cette étude a montré, c'est qu'en fait, ce n'est pas la cause, c'est la conséquence, puisqu'on va avoir très très vite production locale d'eau oxygénée, et que le recrutement de ces cellules productrices d'eau oxygénée n'est que secondaire, ce qui veut dire que la production locale d'eau oxygénée au niveau du point de coupure est vraiment le primum movens du mécanisme de cicatrisation. C'est cette production locale d'eau oxygénée qui va contrôler, mettre en route tous les mécanismes de cicatrisation et de restitution de la queue dans ce modèle. Alors, ce que ces auteurs, évidemment, ont regardé ensuite, c'était de savoir s'il y allait avoir un effet d'antioxydant dans ce modèle. En d'autres termes, si dans l'eau dans laquelle vivent ces poissons, on va mettre des antioxydants, est-ce qu'on va changer le processus de régénération? Et la réponse est oui. On le change de manière drastique. Et vous voyez que le mécanisme de réparation, ici vous voyez l'endroit où a eu la coupure, si on a un contrôle, eh bien la queue repousse normalement. Et si on expose ces poissons
à des antioxydants, eh bien, vous voyez qu'on a un retard majeur du processus de réparation, ce qui là encore signifie que c'est la production de radicaux oxygénés, c'est la production de ROS qui est responsable de l'initiation et du bon déroulement du mécanisme de cicatrisation. Donc ceci montre l'importance de cette signalisation par l'oxygéné dans les processus régénératifs. Et ce que ces auteurs ont montré, on ne rentrera pas dans les détails, c'est que ceci passe par l'activation d'une voie de signalisation qui s'appelle la voie Wnt, qui est une voie d'autorenouvellement et de prolifération des cellules souches, qui est bien connue dans le développement, et que donc en réponse à cet effet de l'oxygéné, on va avoir l'activation de cette voie Wnt. Alors je vais vous parler maintenant de la longévité, avec ce texte qui est assez connu, qui a été écrit par Robert Boyle, qui était un savant irlandais, qui est le fondateur, en fait, ou l'un des fondateurs de la Royal Society, et qui avait fixé un certain nombre d'objectifs. Ça, c'était au milieu du XVIIe siècle. Et donc, en créant la Royal Society, ces savants s'étaient mis un certain nombre d'objectifs à atteindre, et de manière intéressante, le tout premier objectif, c'était la prolongation de la vie. Le deuxième, c'était de retrouver la jeunesse. Donc vous voyez, il y a finalement pas beaucoup de choses qui ont changé en 300 ans, et c'est assez intéressant d'ailleurs, ça se trouve assez facilement sur Internet, de voir toute la to-do list qui s'était constituée à l'époque, et au fond, dont un certain nombre d'objectifs ont été au moins en partie ou indirectement atteints. Alors, quels sont les rapports entre la longévité et le stress oxydant? Eh bien, ceci a été vraiment très très bien étudié dans un article très important publié dans Nature il y a 5 ans, qui fait appel à un modèle de verre qui s'appelle C. elegans. Et dans ce modèle, les auteurs ont utilisé des verres exprimant une de ces protéines rapporteurs sensibles au stress oxydant, et donc on va pouvoir, en regardant ces animaux ou ces larves, savoir s'ils sont soumis ou pas à un stress oxydant. Et donc ce qu'ont fait les auteurs là, c'est qu'ils ont regardé au stade de larve, donc avant le stade adulte, dans l'équivalent d'un stade embryonnaire donc pour des mammifères, et ils ont regardé l'expression de cette protéine fluorescente qui va donc décrire une courbe de Gauss. Et ce sont des animaux qui sont tous identiques, hein. C'est un système isogénique, donc absolument tous les animaux sont génétiquement identiques, mais suivant la manière dont ils ont poussé, suivant l'accès qu'ils ont eu à l'alimentation, suivant le fait que ces larves étaient très serrées ou pas très serrées, eh bien, on va avoir des animaux, enfin des larves qui vont être plutôt soumises à des conditions réductrices ou plutôt soumises à des conditions oxydantes. Et donc, en fait, dans ces systèmes, on peut trier facilement. Et ils ont donc trié ces différentes larves et ils ont essayé de voir ce qui se passait par la suite. Et ce qu'ils ont pu voir, c'est que dès que ces larves deviennent des vers, eh bien, finalement, il reste une signature de ce qu'elles ont été au stade de larve au niveau du stress oxydant, c'est-à-dire que celles qui étaient dans un état plutôt oxydé au stade larvaire, eh bien, au stade de jeunes adultes, vont rester plutôt oxydées, celles qui étaient plutôt réduites vont rester plutôt réduites. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui va se passer dans le vieillissement. Et ce que vous voyez au fur et à mesure du vieillissement, c'est en fait une inversion. C'est-à-dire que celles qui étaient plutôt oxydées vont être moins oxydées que celles qui étaient plutôt réduites. Et donc ceci veut dire qu'il y a eu une signature, une marque de ce qui s'est passé dans le stade vraiment du tout premier stade de la vie. L'exposition au stress oxydant dans le tout premier stade de la vie va avoir des conséquences qui vont durer tout au long de la vie dans ce modèle. Et une des choses donc que les auteurs ont fait, c'est de regarder ensuite, cette fois-ci sur des animaux, sur des jeunes adultes, l'effet d'un certain nombre de stress. Et donc, si on fait un choc thermique, par exemple, eh bien, on voit que le choc thermique va avoir des effets différents sur la survie
suivant que les animaux étaient plutôt réduits ou plutôt oxydés au stade embryonnaire. Donc, ce qui s'est passé dans l'embryogenèse, finalement, va avoir des effets qui vont contrôler la réponse au stress oxydant plus tard dans la vie. Donc, ils l'ont fait avec du choc thermique ou avec un pur inducteur d'oxydation qui s'appelle le paraquat. Et vous voyez que là, il y a des différences considérables, dans la survie de ces animaux adultes, suivant l'état dans lequel ils étaient au niveau embryonnaire. Alors, bon, ça, c'est des situations de stress. Ce que les auteurs ont regardé ensuite, avec des nombres d'animaux beaucoup plus élevés, parce que les différences sont plus subtiles, c'est de regarder simplement les conséquences sur la longévité, finalement. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la durée de vie? Et là, ils ont pu constater qu'il y a des différences qui sont faibles, mais significatives, hautement significatives, entre les animaux qui étaient plutôt oxydés au stade larvaire et ceux qui étaient plutôt réduits. Ceux qui étaient plutôt oxydés au stade larvaire vivant plus longtemps que les autres, comme au fond s'ils avaient eu une espèce de signature qui leur permettait de résister plus tard au stress oxydant. Et puis, ils ont pu voir également que même au stade de jeune adulte, on pouvait reproduire cet effet si on faisait un très bref exposition à des oxydants pendant juste 10 heures. Vous voyez, on va contrôler finalement la durée de vie. Donc 10 heures d'exposition comme jeune adulte à du stress oxydant va induire une prolongation de la durée de vie. Et ceci dépend en partie de l'état antérieur, puisque si les animaux avaient déjà, si ces vers avaient déjà été soumis à du stress oxydant au stade de larve, ça n'a plus d'effet, le paraquat n'a plus d'effet, alors que s'ils étaient plutôt réduits au stade de larve, à ce moment-là, le paraquat va avoir encore un effet de prolongation de la survie. Donc voilà. Alors, quel peut être le mécanisme invoqué dans ce cas-là? Eh bien, ce que les auteurs ont pu découvrir, c'est qu'au fond, ce sont des modifications épigénétiques qui sont à l'origine de cet effet, et en particulier une modification qu'ils ont étudiée, qui est la modification de l'histone 3 sur la lysine 4 par méthylation, donc ce qu'on appelle en jargon technique H3K4 triméthyle, dont ils ont pu montrer qu'elle était sensible au stress oxydant et que effectivement, suivant que les larves avaient été plutôt oxydées ou plutôt réduites, on allait avoir une différence importante dans cette modification épigénétique, et que cet effet sur cette modification épigénétique pouvait être mimé par de l'eau oxygénée. Et ils ont pu par ailleurs montrer, ce que je ne vous détaille pas ici, qu'en fait il y a un assez grand nombre de marques épigénétiques qui sont imprimées pendant le développement dans ce modèle. Donc dès le stade larvaire, il va y avoir un certain nombre de marques épigénétiques qui vont durer toute la vie, et que ces marques épigénétiques qui vont perdurer pour toute la vie vont être dépendantes du stress oxydant. Alors l'expérience qui prouve que ce modèle était juste, en fait, a été réalisée à travers l'inactivation d'un des composants de ce complexe qui assure la mise en route de ces marques épigénétiques. Et si on voit maintenant l'effet toujours sur la survie d'une population qui a été soumise au stress oxydant ou qui est plutôt réduite, vous voyez que dans les conditions basales, il y a une forte différence. Et si maintenant on inactive une des protéines de ce complexe responsable de la mise en route de H3K4 méthyle 3, eh bien on perd complètement l'effet, et ceci se manifeste donc par un effet sur la survie. Vous avez cet effet important sur la survie du stress oxydant finalement au stade larvaire, qui est complètement abrogé si on a supprimé cette marque de méthylation. Ce qui veut dire donc que ce sont observation extrêmement forte, qui veut dire que dans des systèmes d'animaux, dans un système modèle isogénique, donc tous ces animaux sont génétiquement identiques, eh bien l'exposition stochastique à des conditions de culture qui va créer du stress oxydant va se manifester par des modifications épigénétiques qui vont ensuite, tout au long de la vie, contrôler la réponse au stress, et ce contrôle de la réponse au stress va contrôler entre autres la longévité. Alors ceci a donné naissance à
ce qu'on a appelé l'hormésie, c'est-à-dire finalement un tout petit peu de stress oxydant tout au début va rendre tolérant ensuite pour toute la vie. Et il y a beaucoup d'intérêt aujourd'hui autour de ce qu'on appelle l'exposome, c'est-à-dire veut dire essayer finalement de mesurer, de quantifier, d'objectiver l'exposition, par exemple, à des toxiques qui vont changer les profils épigénétiques et avoir des effets ensuite qui vont durer une partie de la vie. Donc voilà, ce rappel pour montrer que la signalisation redox est importante dans de très nombreuses situations physiologiques. Donc on a parlé des cellules souches, de la longévité, de l'adaptation, l'exercice, les blessures, le métabolisme. Et ces NOx sont donc aujourd'hui considérés comme des enzymes multifonctions qui vont pouvoir moduler, grâce au stress oxydant, de très nombreuses fonctions physiologiques. Ce qui pose évidemment un certain nombre de questions qu'on va aborder maintenant. D'abord, commencer à aborder les mécanismes moléculaires qui sont responsables de ces effets, de voir des voies de régulation, et puis on va parler à la fin du cours du rôle en physiopathologie, en prenant le cancer comme exemple, et de voir comment est-ce que ces différences se manifestent dans le cadre du cancer. Donc, avant de vous parler du glutathion, ce rappel pour vous dire que finalement le redox, c'est une chimie des thiols. Les thiols, ce sont ces résidus dérivés de la cystéine, donc qui vont exposer un atome de soufre, cet atome de soufre pouvant être sous plusieurs états, soit lié à un atome d'hydrogène, donc la fonction thiol, ou alors libéré de cette fonction hydrogène avec le thiolate. Ce thiolate, donc, étant capable d'avoir un certain nombre d'états d'oxydation. Alors, ces états d'oxydation, ça peut être des états d'oxydation avec lui-même, donc ce qu'on appelle des ponts disulfures, dans lesquels deux soufres vont se lier à travers deux protéines qui peuvent être soit les mêmes, soit intramoléculaires sur la même molécule, soit intermoléculaires pour lier deux molécules différentes. Et puis il va y avoir également différents niveaux d'oxydation. Donc on va avoir des fonctions d'acide sulfénique, sulfinique, sulfonique, suivant le nombre d'atomes d'oxygène qui vont modifier cet atome de soufre. Donc vous voyez une chimie complexe qui commence à être maintenant bien abordée et qui va donc nous amener à parler du glutathion. Alors, le glutathion, qui est noté ici GSH, est un élément maître dans le contrôle du stress oxydant. Alors, vous retrouvez les choses qu'on a déjà vues dans le cours précédent avec ces enzymes NOx qui vont, sous l'effet du NADPH, créer des ions peroxydes qui vont pouvoir donner de l'oxygéné, qui vont être dégradés soit avec de la catalase, soit des peroxydases. Et puis donc ce tampon, dont on va longuement parler maintenant, qui est un tampon qu'on appelle le glutathion, qui est à base de soufre, qui contient donc un résidu de cystéine et qui va permettre la détoxification d'un certain nombre de protéines et de fonctions, ceci étant lié, encore une fois, à la présence du NADPH. Alors, sans vouloir rentrer dans des détails chimiques trop complexes, c'est une structure qui ressemble à un tripeptide variant avec une cystéine au milieu, une glycine, une molécule de glutamate, et la chose capitale, donc, c'est cette fonction thiol, cet atome de soufre hyper réactif, et qui va pouvoir exister sous deux états, un état réduit que vous voyez ici, et puis la même molécule, la dimolécule, qu'on va appeler GSSG, dans laquelle maintenant on a une liaison covalente entre les deux atomes de soufre qui représente l'état oxydé de ce glutathion. Donc c'est une molécule qui est très abondante, 5 à 10 millimolaires. Donc ce thiol non protéique qui est à la fois un tampon et un substrat. On va voir qu'il est extrêmement lié à l'abondance de la cystéine, et ceci, on en parlera dans le cours de la semaine prochaine sur des nouvelles stratégies thérapeutiques pour essayer de manipuler l'abondance de la cystéine dans ces modèles-là. Et cet équilibre donc entre la forme réduite et la forme oxydée va être réglé
par des enzymes, hein, soit donc des glutathions peroxydases qui vont dégrader le oxygéné, soit des glutathions réductases qui, sous l'effet du NADPH, vont pouvoir resynthétiser la forme réduite du glutathion. Donc, il y a un contrôle métabolique hein, qui évidemment va dépendre très largement de la disponibilité des deux éléments clés de ce système. Le premier élément clé, bien sûr, c'est la présence de cette cystéine. Le deuxième élément clé, c'est d'avoir une quantité suffisante de NADPH pour pouvoir donc synthétiser ce glutathion dans sa forme réduite. Et on verra également, plus tard dans le cours, qu'il y a un contrôle transcriptionnel de l'ensemble de ce métabolisme. Et dans des conditions normales, donc en l'absence de stress, il y a un excès de la forme réduite, c'est-à-dire que la forme, au fond, de base du glutathion, c'est celle-ci, GSH, avec un enrichissement qui est de 10 à 100 fois en dehors des conditions de stress. Dans des conditions de stress, évidemment, on va consommer ce glutathion. Alors, la synthèse fait appel à deux enzymes. C'est l'enzyme limitante et la première, hein, GCL, qui va coupler donc du glutamate et de la cystéine pour créer la gamma-glutamylcystéine, qui ensuite va être couplée à de la glycine sous l'effet de la glutathion synthase pour faire ce glutathion. Alors, je vous ai dit qu'il était extrêmement important d'avoir suffisamment de cystéine, et effectivement, il existe de nombreux systèmes qui vont être capables d'enrichir la cellule en cystéine. Alors, la première chose à voir, c'est qu'en fait, ce glutathion qui est synthétisé évidemment dans la cellule n'est pas une molécule strictement intracellulaire. Il va y avoir des échanges donc par des transporteurs spécialisés entre le glutathion intracellulaire et le glutathion extracellulaire, aussi bien dans sa forme réduite que dans sa forme oxydée, ce qui veut dire qu'au niveau de l'organisme, dans le sang, on peut mesurer l'équilibre entre glutathion réduit et glutathion oxydé, ce qui donne un certain reflet de ce que peut être l'état redox de l'organisme. En extracellulaire, donc, ce glutathion va pouvoir être dégradé par un certain nombre d'enzymes spécifiques, qui va donner donc de la cystine, qui est en fait de la cystéine oxydée, et qui va ensuite pouvoir être réinternalisée dans la cellule par des transporteurs spécifiques, en particulier ce complexe qu'on appelle XC-, qui est un des transporteurs très importants de la cystéine, qui transporte aussi pas mal d'autres acides aminés. Et ceci va permettre de resynthétiser en intracellulaire le produit final qui est ici, donc, qui est le glutathion. Alors, ceci est important, surtout pour le cours prochain. Insister sur le fait qu'il y a plusieurs systèmes redondants d'échange de ces molécules dans la cellule, que certains des transporteurs, et en particulier XC, vont être ciblés par des médicaments, en particulier un anti-inflammatoire qui s'appelle la sulfasalazine, et ça a donné naissance à des stratégies thérapeutiques qui cherchent à moduler finalement la disponibilité de la cystéine et donc le stress oxydant intracellulaire. Vous rappelez aussi que la cystéine n'est pas un acide aminé essentiel, il y a de la néosynthèse, mais, et on y reviendra dans le cours prochain, il y a des étapes qui peuvent être limitantes dans les tumeurs, et en particulier, on sait que les tumeurs ont un très grand besoin de cystéine pour pouvoir contrôler leur stress oxydant. Et donc, il y a des stratégies thérapeutiques qu'on évoquera dans la semaine prochaine, qui sont des stratégies de déplétion en cystéine qui vont avoir une certaine sélectivité pour les cellules cancéreuses. Alors, récemment, ce transporteur XCT a été analysé par des données de biologie structurale, qui veut dire qu'on sait maintenant assez bien, finalement, comment se fait au sein de ce canal l'échange entre glutamate et cystine, qui va permettre de faire entrer une cystéine en faisant sortir un glutamate. Et encore une fois, cet échangeur peut être ciblé par des anticancéreux. Alors, une des fonctions
peut-être historique ou ancestral de ce glutathion, c'est d'être impliqué dans ce qu'on appelle la détoxification. Donc la détoxification, c'est un processus enzymatique complexe, on ne va pas rentrer dans les détails, mais dans lequel la cellule essaye de se débarrasser de molécules étrangères, qui sont des molécules potentiellement toxiques, représentées ici par ce cycle aromatique. Et finalement, on a distingué 3 phases. Phase 1 de dégradation par les cytochromes, avec de l'oxydation ici. Ensuite, une deuxième phase qui est une conjugaison au glutathion pour le rendre cette molécule soluble, qui vous est représentée ici avec l'action de glutathion S-transférase. Et après, ce produit conjugué au glutathion va être exporté, excrété de la cellule et de l'organisme. Et donc ce mécanisme de détoxification est quelque chose d'extrêmement conservé, d'extrêmement ancien. On va voir que c'est actif, y compris chez les insectes. Et la synthèse de glutathion joue un rôle absolument essentiel dans ce mécanisme de détoxification. Alors, il faut également, bien sûr, pour que tout ceci fonctionne, assurer suffisamment de production de NADPH. Et ce NADPH peut être synthétisé par plusieurs voies. Alors on a mentionné déjà, on y reviendra en parlant de P53, ce qu'on appelle le shunt des pentoses phosphates, avec ces enzymes de dégradation des sucres qui vont permettre de générer en abondance du NADPH. Et dans le cours précédent, vous vous souvenez également qu'on a mentionné d'autres systèmes comme le shunt malade pyruvate avec l'enzyme malique M1, M2, qui était celle qui assurait l'homéostasie redox dans les précurseurs leucémiques. Donc, comme toujours avec le métabolisme, chaque cellule va utiliser des systèmes différents pour arriver à générer les précurseurs dont on a besoin. Et on va voir que cette production du NADPH, elle est très fortement régulée par des 2 régulateurs maîtres dont on parlera dans le cours de cette année, un facteur de transcription dédié qui s'appelle NRF2 et également P53 dont on parlera dans le cours prochain. Alors, comment assurer le contrôle de tout ça? Eh bien, on a parlé des petites molécules antioxydantes, vous vous rappelez des caroténoïdes, du bêta-carotène, de la vitamine C, la vitamine E et autres. Donc, premier niveau de contrôle de ce stress oxydant. Deuxième niveau de contrôle, c'est l'adaptation rapide du métabolisme et les reconnexions du métabolisme. Mais également, il y a un 3e niveau qui va faire appel à la régulation de l'expression génétique, c'est-à-dire le contrôle de l'expression d'un certain nombre de gènes, le contrôle de la synthèse d'un certain nombre de protéines, pour conduire cette adaptation métabolique. Et donc, il y a des facteurs de transcription dédiés. Et encore une fois, dans le cours de cette année au moins, on va se limiter à 2 d'entre eux. L'un qui s'appelle NRF2, dont on parlera aujourd'hui, et l'autre qui s'appelle P53, dont on a déjà parlé à plusieurs reprises dans ce cours, sachant qu'il y en a d'autres dont on ne parlera pas cette année. Alors, la détection du stress oxydant va être réalisée en fait dans le cas de NRF2 par l'oxydation de cystéines hyperréactives, c'est-à-dire que ce sont vraiment des cystéines du complexe NRF2 qui vont être responsables de la détection du stress oxydant. Pour P53, les choses sont un peu plus complexes. On en parlera dans le cours de la semaine prochaine, mais il y a encore des discussions pour savoir quelle est la base de la détection du stress oxydant. Et il y a un rôle critique dans les cancers, puisque vous savez tous qu'il y a dans les cancers des mutations extrêmement fréquentes de P53. Il y a également des mutations fréquentes de NRF2. Alors, NRF2, que va-t-il contrôler? En fait, il contrôle presque tout. Et donc, ce facteur de transcription va à la fois contrôler toutes les enzymes de synthèse du glutathion, le transport, XCT dont on a parlé tout à l'heure, et les enzymes qui sont impliquées dans la synthèse du glutathion. Il va ensuite contrôler la plupart des enzymes qui sont impliquées dans la synthèse du NADPH. Et puis, il va contrôler également les glutathions S-transférases, donc les enzymes où la glutathion
périredoxases qui vont utiliser le glutathion pour ces fonctions de détoxification. Et puis, il contrôle également les thiorédoxines. Donc, vous voyez que c'est un véritable chef d'orchestre qui va contrôler la synthèse de toutes les protéines qui vont être impliquées dans le contrôle de ce stress oxydant. Pardon. Et ceci va donc, si on reprend le schéma très simple d'équilibre entre les formes oxydées et les formes réduites de protéines, l'idée étant qu'en général, les formes réduites sont les formes les plus actives, eh bien, ce facteur de transcription maître va à la fois contrôler la synthèse de glutathion et l'utilisation du glutathion par les glutathions peroxydases, mais il va également contrôler la synthèse du NADH et puis des thiorédoxines. Donc, tout ce système de contrôle de cet équilibre, finalement, entre les fonctions thiol ou des fonctions ou des résidus oxydés de cystéine va être sous le contrôle de ce facteur maître. Alors, ce facteur maître, quel est-il? Comment fonctionne-t-il? Eh bien, c'est un facteur de transcription, donc il a un site de liaison à l'ADN. Ce site de la liaison à l'ADN se fait à travers un domaine spécifique et en coopération avec une autre protéine de la famille des MAF, peu importe. Il y a un domaine de transactivation, et puis il y a un domaine de liaison à une protéine partenaire qui s'appelle KEAP1 avec deux motifs essentiels, courts motifs, vous voyez, ETGE ou DLG, dont on va voir la fonction tout à l'heure. Et à l'inverse, KEAP1, qui forme un complexe en fait avec NRF2, a toute une série de motifs qui vont permettre la liaison forte et la reconnaissance de NRF2, et puis un autre motif qui va permettre la liaison à des protéines qu'on appelle les culines, qui constituent un système de dégradation. Alors ces domaines sont extrêmement conservés dans l'évolution, et on va voir qu'ils ont des analogues fonctionnels chez les insectes. Cette famille définie par ces domaines s'appelle la famille NCOLA, et ceci pose difficulté pratique. On va voir, on a cherché à cibler la fonction de NRF2 compte tenu de son rôle dans les cancers, mais il y a une autre protéine extrêmement voisine qui s'appelle NRF1, qui est un gène maître de la différenciation et du développement précoce, et donc ce qui pose des problèmes d'interférence, évidemment, avec les tentatives pharmacologiques de faire des inhibiteurs de l'un qui ne touchent pas à l'autre, et donc qui n'induisent pas de toxicité. Alors comment est-ce que ça se présente? Eh bien, ça a été extrêmement étudié, entre autres par des équipes japonaises, et donc on a un complexe entre une molécule de NRF2 et un complexe de KEAP1 qui est collé en fait à ces deux domaines de liaison, le résidu DLG et le résidu ETGE, étroitement en contact, et avec cette protéine donc, qui est un constituant d'un complexe de dégradation. Et donc, dans des conditions normales, en fait, ce complexe est un complexe qui se dégrade en permanence, et donc l'action de KEAP1 et de la culine va en permanence détruire cette protéine NRF2 de manière à assurer un niveau stable de base qui soit faible. À l'inverse, quand on va avoir différents types de stress, eh bien, ces différents types de stress vont oxyder un très grand nombre de cystéines qui sont présentes sur la molécule de KEAP1, et le résultat, c'est que NRF2, qui était très étroitement et très intimement lié à ce complexe de dégradation, va se détacher en partie, et que, étant détaché, maintenant, il va être beaucoup moins bien dégradé, ce qui va permettre de le stabiliser et qu'il aille se fixer sur l'ADN en complexe, donc avec cette protéine MAF, pour activer la transcription de tous les gènes cibles qu'on a vus dans la diapo précédente. Alors, c'est assez intéressant parce que cette architecture dans laquelle on a des régulateurs maîtres qui sont dégradés en permanence n'est pas unique. Il y a
pas mal de situations dans lesquelles ça a été décrit. La réponse à l'oxygène à travers I1 alpha, la réponse au stress à travers I kappa B et d'autres, mais dans la plupart des cas, en fait, c'est la protéine à détruire qui va subir des modifications qui vont contrôler sa dégradation. Ici, ça n'est pas le cas. Ici, en fait, c'est l'élément régulateur, hein, c'est la protéine KEAP1 qui va être le censeur du stress oxydant. Et ce sont ces modifications qui vont induire la dégradation de ce gène maître. Alors, un peu plus dans les détails, ça a été extrêmement étudié. Pour ceux que ça intéresse, il y a une très belle revue écrite par l'équipe japonaise qui a contribué le plus à ces travaux. Et donc, au niveau moléculaire, on comprend assez bien comment ça se passe. Il y a ces deux domaines pour lesquels on a trouvé l'expression anglaise de hinge and latch, qu'on pourrait traduire en français par gond et loquet. Donc il y a une liaison extrêmement forte qui est la première, avec le motif ETGE, qui est le gond, et le loquet, qui est une interaction de plus faible affinité, mais qui va permettre la liaison de ce complexe. L'ubiquitination des lysines qui sont situées entre les deux, la dégradation par le protéasome. Il y a des images de microscopie qui ont été réalisées. Et donc, c'est l'oxydation des résidus de cystéine présentes sur KEAP1 qui va contrôler finalement l'activité de ce complexe. Alors, la validité de ce modèle biochimique a été vérifiée in vivo par des expériences assez simples. Si on inactive chez la souris le gène NRF2, eh bien, on a des souris qui sont viables, mais qui sont hypersensibles aux agents physiques ou aux agents oxydants, ce qui veut dire qu'elles ne sont pas capables de mettre en route cette réaction électrophile aux électrophiles dont on a parlé tout à l'heure. Les souris KEAP1 KO, donc pour lesquelles ce complexe n'existe pas, vont avoir une hyperactivation constitutive des cibles de NRF2, ce qui va se manifester entre autres par des troubles de déglutition dont les souris vont mourir. Mais par contre, si on fait des souris double KO, c'est-à-dire si on inactive et l'un et l'autre, eh bien à ce moment-là, on a un développement, au moins au départ, qui est normal. Et ça rappelle évidemment beaucoup, pour ceux d'entre vous qui ont participé au cours des années précédentes, le système P53MDM2, pour lequel on a un régulateur maître qui est en permanence détruit. Et si on mute l'un et l'autre, si on ne mute que MDM2, on va avoir une hyperactivation de P53 qui va conduire à une létalité très précoce. Mais si on inactive les deux, à ce moment-là, le système est entièrement désactivé et les souris vont être normales. Donc il y a toute une série de cystéines réparties sur cette protéine, et ce que des travaux de nombreuses équipes ont pu mettre en route, c'est que finalement ces cystéines ont des affinités très différentes, leur capacité à perdre leurs protons est extrêmement variable, ce qui veut dire au fond qu'elles vont servir de senseurs pour des stress différents et pour des agents chimiques différents. Et donc vous voyez que toute cette énorme ribambelle de résidus va permettre de capter et de détecter toute une série de produits chimiques qui sont des produits se liant au soufre, donc des électrophiles, et ceci en fait va permettre d'obtenir une détection avec un très large spectre de molécules, très large spectre d'oxydants qui vont être capables d'induire l'inactivation fonctionnelle de cette protéine, donc la stabilisation de NRF2 et donc la réponse antioxydante. Alors, il y a d'autres niveaux de régulation que ces cystéines. Il y a également des régulations par phosphorylation, il y a des régulations par d'autres facteurs de transcription, par interaction protéique. On ne va pas rentrer dans les détails, mais tout ça pour dire que NRF2 a toutes les caractéristiques d'un gène maître sur lequel, en fait, convergent de très nombreuses cascades de signalisation, un peu comme P53, et donc il va pouvoir être un intégrateur de toute une signalisation chimique pour induire une réponse d'aval. Et puis, indépendamment de ces modifications de cystéine,
liées au stress oxydant. Il va y avoir également des interactions protéiques qui ont été décrites, en particulier des interactions avec une protéine dont on a parlé dans les cours précédents, P21, qui est un inhibiteur du cycle cellulaire, qui contrôle aussi la production de ROS, ou P62, qui est une protéine impliquée dans l'homéostasie de l'ubiquitine, qui en fait vont se lier au complexe, qui vont désactiver le complexe NRF2 KEAP1 pour en fait stabiliser et activer la réponse NRF2. Alors, si on regarde maintenant ce système qui a été donc essentiellement étudié chez les mammifères dans d'autres formes de vie, avec une analyse phylogénétique, on voit que chez le poisson zèbre, il y a également des équivalents de KEAP1 et NRF2, avec deux formes de KEAP1 qui en fait ont cette fois-ci des cystéines hyperactives qui sont un peu différentes, ce qui va permettre de couvrir aussi le spectre de toutes ces molécules à détecter. Chez le vers C. elegans, dont on a parlé tout à l'heure, il y a trois homologues dont au moins l'un contrôle la réponse antioxydante et l'autre contrôle la longévité, donc l'effet dont on a parlé, un des effets dont on a parlé tout à l'heure. Et il y a également des systèmes très homologues chez la drosophile. Et dans les deux cas, chez la drosophile et chez C. elegans, ce système va contrôler les voies de détoxification dont on a parlé tout à l'heure, avec l'oxydation donc de ces molécules étrangères, leur conjugaison au glutathion et en fait l'excrétion pour s'en débarrasser. Et dans ces modèles-là, les cytochromes, donc qui représentent la phase 1 de cette cascade de détoxification, vont par exemple assurer la résistance aux pesticides. Et chez la mouche, des mutations activatrices de la voie de NRF2 vont les rendre résistantes aux insecticides. Donc, ils représentent l'un de ces produits qui va être détecté et dégradé par cette cascade. Chez la drosophile, il y a également un rôle dans l'homéostasie des cellules souches, et chez C. elegans, un effet sur la longévité qui passe entre autres par le contrôle du métabolisme. Donc tout ça pour dire qu'en fait on a affaire à une voie maîtresse qui va recevoir toutes sortes d'afférences, toutes sortes de signaux qui vont contrôler son activité et qui vont au final, contrôler la détoxification, le métabolisme, la longévité, la fonction des cellules souches, donc absolument toutes les caractéristiques d'une voie maîtresse de contrôle. Alors, donc NRF2 finalement contrôle beaucoup plus de choses que simplement le glutathion, comme on l'avait vu au départ. Il va contrôler donc la production de NADPH, il va contrôler la détoxification, il va contrôler la synthèse du glutathion, mais aussi la régulation des xénobiotiques, mais également le métabolisme, avec en particulier le métabolisme lipidique, ce qui joue probablement un rôle dans la fonction des cellules souches, et puis une fonction dont on parlera dans le dernier cours, qui est le contrôle de l'hème. Donc l'hème, cette molécule qui assure la fixation d'oxygène sur un certain nombre de protéines, et dont on va voir qu'elle est étroitement contrôlée par NRF2, et que ceci a une implication extrêmement importante dans le cancer. L'atome de soufre au sein des résidus de cystéine existe sous plusieurs états, la fonction thiol, la fonction thiolate, différents états d'oxydation et différents états de liaison disulfure, donc liaison soufre-soufre, avec des variantes intra- ou intermoléculaires, et puis également quelque chose dont on va brièvement parler, qui sont des liaisons directes de la cystéine dans une protéine avec une petite molécule de glutathion, donc ce qu'on appelle la glutathionylation, et qui va donc rajouter ces trois acides aminés en liaison avec la protéine. Alors, très schématiquement, les effets biologiques, la plupart des effets biologiques de l'oxygéné vont passer par des modifications de cystéine hyperréactives au sein d'enzymes ou de protéines régulatrices, ce qui peut être résumé par ce schéma où on a une cystéine très exposée
et qui va pouvoir être oxydé. Et cet équilibre finalement réversible entre la forme réduite et oxydée va se manifester par toute une série de conséquences moléculaires qui peuvent être la régulation de la stabilité de la protéine, la régulation de la fonction, on va voir un exemple tout à l'heure avec le récepteur à l'EGF, de l'inactivation de la fonction, et on verra un exemple également tout à l'heure avec l'inactivation des phosphatases, ou des changements de localisation subcellulaire, ou également des changements d'interaction protéine-protéine qui vont stabiliser ou déstabiliser des complexes, ceci étant au fond extrêmement similaire à ce que l'on connaît pour les modifications post-traductionnelles des protéines, pour les résultats, pour les opérations de phosphorylation ou autres qui vont modifier donc toutes ces interactions protéiques. Alors l'un des premiers systèmes qui a été découvert au fond, c'est la réponse aiguë au stress oxydant. Et cette réponse aiguë au stress oxydant, telle qu'on peut l'observer par exemple dans l'exposition aiguë à l'arsenic, on reparlera de l'arsenic dans le cours de la semaine prochaine, mais dans la toxicité aiguë à très forte concentration d'arsenic, on sait qu'il va y avoir activation de cascades d'enzymes qui assurent la phosphorylation des protéines, qu'on appelle les kinases, et en particulier deux kinases qui s'appellent P38 et GNK. Et cette activation se fait extrêmement rapidement et fait appel à l'oxydation en fait d'une thiorédoxine. Cette thiorédoxine est liée à cette kinase et en étant liée à cette kinase, elle l'inactive. Et en réponse donc à ce stress oxydant, on va créer sur la thiorédoxine un pont disulfure qui va permettre la dissociation de cette molécule qui va ensuite permettre l'activation immédiate de la kinase par autophosphorylation. Alors, ce qui a été beaucoup étudié aussi, c'est la signalisation des facteurs de croissance, donc assurés par des protéines transmembranaires. Et ces facteurs de croissance peuvent être activés par ces récepteurs de facteurs de croissance peuvent être activés par des petites molécules, par exemple peptidiques, qui sont des facteurs de croissance. Et on sait, on avait découvert assez tôt qu'il y avait en fait formation de ROS au moment de la signalisation induite par ces facteurs. Et ce qui a été observé il y a une dizaine d'années, c'est qu'en fait, pour les récepteurs, par exemple, à activité tyrosine kinase, comme le récepteur de l'EGF, la production de ROS, en fait, précède l'autophosphorylation des récepteurs. Et il va y avoir, ceci peut passer au moins en partie, par l'inactivation des phosphatases, qui sont les enzymes qui vont déphosphoryler le récepteur. Et il y a également décrites des modifications directes des cystéines dans la partie intracellulaire de ces récepteurs. Donc ceci peut être représenté de la manière suivante. On a le récepteur au facteur de croissance, ce facteur de croissance qui se comporte comme un ligand activateur de ce récepteur. Ceci se manifestant donc par des changements de phosphorylation du domaine intracytoplasmique du récepteur. Et on a découvert, en plus des activités de kinase du récepteur propre, eh bien, il y a une cascade de signalisation qui ressemble à celle qu'on a déjà vue, avec l'implication d'une NADPH oxydase, création de peroxyde, création d'oxygéné, internalisation de l'oxygéné et modification par le redox de protéines cibles. Et parmi ces protéines cibles, eh bien, il va y avoir un certain nombre des enzymes qui vont déphosphoryler ce récepteur, en particulier des protéines très importantes dans le cancer, comme la phosphatase PTEN ou des protéines tyrosine phosphatase. Alors ceci, on ne va pas rentrer dans le détail, mais vous montre en fait que toutes les enzymes du contrôle redox vont intervenir sur cet équilibre entre la forme active, qui est la forme dans laquelle
les cystéines ne sont pas oxydées, et puis au fur et à mesure que la concentration d'oxygéné monte, on va avoir de plus en plus de niveaux d'oxydation de ces phosphatases, qui vont conduire soit à l'inactivation fonctionnelle, soit même à la dégradation de ces protéines. Et cette oxydation progressive de ces phosphatases va être contrecarrée bien par toutes les enzymes qu'on a déjà vues, en particulier les thiorédoxines et les glutathions réductases. Alors, parlons maintenant des conséquences dans la formation des tumeurs. Alors on va voir qu'en fait c'est assez compliqué, c'est une littérature assez controversée, mais on va voir quelques exemples pour lesquels les choses sont assez claires. Donc d'abord, le stress oxydant chronique peut favoriser le développement tumoral à travers, entre autres, on va voir les exemples avec la perte des enzymes qui contrôlent la synthèse du glutathion, la perte de P53, la perte des peroxydases. Et à l'inverse, un stress oxydant élevé peut bloquer l'évolution tumorale, en particulier les étapes ultimes que sont la migration et la métastase. C'est donc un système biphasique avec des conséquences physiologiques considérables, mais le fait que ce système soit biphasique et qu'il y ait des effets positifs et négatifs sur les mêmes cellules va évidemment compliquer singulièrement l'interprétation de ce qui se passe. Alors ça, c'est pris d'une récente revue de Karen Woosden, montrant finalement dans ce processus qui part de la cellule normale pour aller jusqu'à la cellule métastatique, eh bien, tous les endroits où le stress oxydant peut intervenir, et vous voyez donc que ça intervient pratiquement à chaque niveau du processus de transformation tumorale. Ça va bien sûr intervenir au début au niveau du dommage à l'ADN. Vous vous rappelez de l'oxydation des résidus de guanine qui vont changer et être mutagènes. Et puis, suivant le niveau de stress oxydant, à pas mal de niveaux, il peut y avoir la mort de la cellule, quand il y a trop de stress oxydant en particulier. Mais il va y avoir également intervention dans la prolifération et la signalisation, entre autres à travers l'interférence avec les tyrosines, les récepteurs à activité tyrosine kinase, comme on l'a vu tout à l'heure. Également des influences profondes qu'on verra dans le cours prochain en détail sur le processus métastatique avec le décrochage de cellules individuelles depuis la tumeur principale et le processus de migration à travers les vaisseaux, de survie à l'intérieur des vaisseaux. Et on va voir que toutes ces étapes sont extrêmement sensibles au stress oxydant. Très schématiquement, à ce niveau-là, le stress oxydant, donc dans la première phase de naissance de la maladie, le stress oxydant va favoriser le développement des cancers, alors que dans cette phase d'invasion, au contraire, le stress oxydant va être limitant et on va voir que ça a des conséquences pratiques. Alors ça, c'est ce qui se passe déjà pour la cellule tumorale elle-même. Quand on s'intéresse à l'environnement et au stroma tumoral, vous voyez que c'est exactement la même chose, mais beaucoup plus compliqué. Toutes les cellules du stroma tumoral, les cellules de soutien comme les fibroblastes, comme les macrophages, les granuleux, les lymphocytes, toutes ces cellules voient leur activité, et les vaisseaux, toutes ces cellules donc, qui participent à l'environnement et au soutien de la tumeur voient leur fonction très profondément modifiée par le stress oxydant. Ceci, bien entendu, expliquant que la thérapeutique par le redox est encore, et pas pour tout de suite, on verra quelques illustrations dans le dernier cours, mais tout est tellement contrôlé à différents niveaux par le redox qu'il faut trouver le bon angle d'attaque. Alors néanmoins, c'est pas parce que le processus est compliqué qu'on ne peut pas arriver à en aborder au moins certaines parties. Et donc, dans des travaux,
publié il y a une vingtaine d'années dans Nature. Il avait été montré que la peroxyredoxine, qui est donc une de ces enzymes qui vont contrôler le redox, eh bien, si elle est inactivée, va conduire au développement de maladies avec une anémie hémolytique, mais surtout des tumeurs, et parfois les deux, avec un effet dose, vous voyez, qui est extrêmement clair. Ça, ce sont les souris sauvages. Et si on inactive un des allèles de la peroxyredoxine, on va avoir apparition de plus de tumeurs. Si on inactive 2 allèles, on va avoir encore plus d'effets. Donc on a un effet qui est dose dépendant, qui dépend donc de l'activité de cette enzyme et qui est un effet d'accélération de la transformation tumorale. Donc, et dans d'autres modèles, donc ça c'est un modèle spontané, on a juste inactivé la peroxyredoxine. Si on est dans un système où en plus on exprime un oncogène activé comme RAS, eh bien les choses vont évidemment beaucoup plus vite. Et que là on est en mois, là on est en semaines, mais on va avoir essentiellement la même chose, avec une activation très nette du processus de développement tumoral. Et donc ça illustre une situation dans laquelle les ROS endogènes vont favoriser la transformation, peut-être simplement à travers la création de lésions de l'ADN, ce processus de mutagénèse qu'on a décrit dans le cours précédent, soit également à travers l'augmentation de la signalisation, à travers le contrôle de l'activité des récepteurs à activité tyrosine kinase. Alors, un peu plus tard, d'autres auteurs ont cherché cette fois-ci une autre approche dans laquelle, cette fois-ci, ils ont inactivé génétiquement chez la souris l'enzyme clé de la synthèse du glutathion. Donc là, on va induire une déplétion en glutathion qui donc devrait augmenter la signalisation par les ROS. Et dans ce cas-là, vous voyez que c'est exactement l'inverse sur ce modèle-là. La masse tumorale est très fortement diminuée en l'absence de capacité de synthétiser du glutathion, ce qui se traduit dans différents modèles cellulaires, différents modèles de tumeurs. On va avoir le même effet qui va se traduire par un retard à l'initiation de la maladie. Donc, image en miroir, cette fois-ci, les ROS endogènes vont empêcher le développement des tumeurs. Alors, les auteurs ont pu chercher à mimer, au fond, cette situation avec un inhibiteur chimique de la synthèse du glutathion, qui s'appelle la BSO. Donc là, c'est plus une approche génétique, c'est une approche pharmacologique, chimique. Et ce qu'ils ont pu observer est très intéressant dans la mesure où il y a un effet, là encore, qui va dépendre du moment où on administre ce traitement chimique. Si on traite ces souris, qui est un modèle de prédisposition, où les tumeurs sont déclenchées par l'expression d'oncogènes, vous voyez que si on ne fait rien, on va avoir des tumeurs qui sont d'assez grande taille. Si on traite très tôt avec un inhibiteur de glutathion, eh bien, on va retarder le développement des tumeurs. Par contre, si on le fait plus tard, eh bien, cette fois-ci, il ne se passe rien. Donc, c'est vraiment au début qu'il faut contrôler la synthèse du glutathion. Et ceci se manifeste dans l'histologie avec des lésions qui sont beaucoup moins avancées, prolifération qui est beaucoup moins forte, en présence donc de l'inhibition précoce par cet inhibiteur de la synthèse du glutathion. Alors, l'équilibre des redox qu'on a déjà vu à plusieurs reprises, avec le glutathion, la thioredoxine et toutes les différentes enzymes qui vont assurer, sous le contrôle finalement de la production de NADPH, cet équilibre dynamique de l'oxydation de toutes ces protéines, va être contrôlé bien sûr par la présence de glutathion. Donc si on n'a pas de glutathion, toute cette partie-là va être inactivée. Mais il y a encore l'autre système qui passe cette fois-ci par les thioredoxines. Et cet autre système ici est intact. Mais ce que les auteurs ont noté, c'est qu'en fait, toutes ces enzymes, bien sûr, font appel à des résidus de cystéine. Et donc, si on a fait une déplétion en cystéine, on va tout bloquer. Et ça a été effectivement l'approche suivante, où les auteurs, cette fois-ci, ne se sont pas contentés simplement de bloquer
la synthèse du glutathion avec la BSO, mais ils ont cherché carrément à inactiver l'import de la cystéine pour dépléter finalement les cellules cancéreuses en cystéine. Et là, eh bien, ils voient que finalement, sur des tests de croissance de tumeurs à relativement court terme, alors on voit juste de la croissance tumorale, pas vraiment de la guérison, mais il y a quand même un effet. Vous voyez que l'inhibition de la synthèse de glutathion ne fait pas grand-chose. L'inhibition de l'import de cystéine ne fait pas grand-chose, mais si on fait les deux, cette fois-ci, eh bien, on va induire un effet antiprolifératif. Donc, l'interprétation des auteurs est que la perte de capacité à synthétiser du glutathion va s'accompagner de l'induction compensatrice des thiorédoxines, et l'inhibition combinée de la synthèse du glutathion et de l'import de la cystéine va conduire à l'inhibition de la croissance tumorale. Alors, un peu plus tard, on a cherché à comprendre, au fond, qu'est-ce qui se passe pendant l'initiation. Là, on a regardé surtout la croissance tumorale dans les dernières expériences, mais qu'est-ce qui se passe maintenant sur l'initiation de la transformation? Et ce qui a pu être montré, c'est que finalement, les oncogènes sont capables d'induire l'expression de NRF2 et que cette induction de NRF2 par les oncogènes, et donc cette protection contre le stress oxydant, en fait, est quelque chose qui participe de manière active au développement de la tumeur. Et donc, on a pu voir que l'induction de la transformation cellulaire par l'expression d'un RAS activé, par exemple, va induire une forte réponse antioxydante par le biais de l'induction de la voie NRF2, et que ceci va s'accompagner de la perte de la 8-oxoguanine, et d'une augmentation du glutathion global, ainsi que du glutathion réduit. Donc il y a une activation de la transcription de cette voie, en fait, qui est une voie protectrice, mais qui, en réponse au stress, va participer au développement tumoral, comme ça a pu être montré ici, donc, où on voit, pendant le développement du cancer, l'activation de la voie NRF2 à travers un de ces gènes cibles classiques, vous voyez, qui est très clairement induit. Ici, dans ce cas-là, ce sont des tumeurs du pancréas. Mais quand ces auteurs ont comparé maintenant ce qui se passe dans des tumeurs qui sont capables d'activer NRF2 ou des tumeurs qui ne sont pas capables d'activer NRF2, eh bien, ils vont voir une augmentation en fait, de la formation de 8-oxoguanine, mais surtout une diminution très nette de la prolifération et du nombre et de la taille des tumeurs. Ce qui veut dire que donc, dans un modèle de cancer naturel, chez la souris, la voie NRF2 est bien activée et contribue à la diminution du stress oxydant in vivo, et que l'inactivation de NRF2 va ralentir significativement la croissance tumorale, comme le ferait la perte de la capacité à synthétiser le glutathion. Donc, la transformation tumorale va s'accompagner d'une induction de stress oxydant qui est contrecarrée par NRF2 pour activer la croissance. Alors peut-être que l'expérience la plus frappante a en fait été vue avec des modifications chimiques. Alors cette fois-ci, c'est dans un système de tumeurs pulmonaires inductibles et dans lesquels les auteurs, en fait, après avoir induit l'expression des oncogènes, ont essayé de traiter avec des antioxydants, donc soit du N-acétylcystéine, soit de la vitamine E. Et vous voyez que l'effet sur le développement tumoral est absolument majeur, avec un phénomène d'accélération très forte du développement tumoral. Ce qui veut dire que dans ce modèle-là, les ROS sont très clairement nuisibles et vont participer à l'accélération et au développement de la tumeur. Avec néanmoins une diminution des mutations, donc ce n'est pas par l'intermédiaire du contrôle des mutations que ceci se passe, mais ça passe par l'induction du métabolisme. Alors peut-être que la preuve la plus forte a été fournie par la démonstration de l'existence de mutations
de ces gènes maîtres, NRF2 et KEAP1, mutations qui ont été initialement découvertes dans des tumeurs pulmonaires avant tout traitement. Donc ce ne sont pas des mutations de résistance thérapeutique, hein, c'est des mutations qui traduisent l'évolution de la maladie, avec soit des pertes de fonction de KEAP1 ou alors des gains de fonction de NRF2. Et de manière intéressante et au fond pas du tout illogique, ces mutations gains de fonction de NRF2 sont des mutations très précisément sur les deux domaines de liaison à KEAP1, les domaines DLG ou ETGE, qui représentent donc l'immense majorité des mutations. Donc ce sont en fait des mutations qui vont décrocher le complexe, empêcher la dégradation de NRF2 et donc induire une hyperactivation de NRF2. Et cette hyperactivation de NRF2 va contrôler le stress oxydant. Et en contrôlant le stress oxydant, finalement, on se retrouve un peu dans la situation précédente. Ces mutations vont mimer finalement la présence d'antioxydants et elles vont participer donc à rendre la tumeur plus agressive et plus métastatique. Alors ces mutations ont été ensuite secondairement découvertes dans d'autres types de tumeurs que les tumeurs pulmonaires, même si elles sont moins fréquentes. Et ceci implique donc que ces mutations vont permettre une meilleure tolérance au stress oxydant, mais aussi de manière importante, elles vont contrôler la réponse thérapeutique et en particulier, elles vont contrôler la réponse à la chimiothérapie. Donc cette adaptation acquise au contrôle du stress oxydant va jouer un rôle aussi bien dans l'évolution spontanée que dans l'évolution sous traitement. Et pour montrer que c'est vraiment ce couple qui contrôle la signalisation, eh bien, il a pu être montré que dans des lignées cellulaires, l'effet des mutations de KEAP1, en particulier sur la résistance à la chimio, va être aboli par l'extinction de NRF2, ce qui montre bien que c'est ce couple, à travers l'activation des cibles de NRF2, qui est responsable de ces effets pour favoriser la croissance et pour induire la résistance thérapeutique. Donc, les mutations de NRF2 sont toujours hétérozygotes, ce sont des mutations gain de fonction, donc c'est des mutations dominantes. Les mutations de KEAP1 sont au contraire des mutations récessives qui sont souvent associées à la perte de l'autre allèle parce que ce sont des pertes de fonction. Il y a quelques mutations hétérozygotes avec un effet dominant négatif qui ont été décrites, où donc simplement un allèle muté de KEAP1 suffit à inactiver la fonction du complexe et à induire la stabilisation de KEAP1. Et des modifications épigénétiques également ont été décrites, c'est-à-dire en fait la perte d'expression de KEAP1 par des modifications épigénétiques du promoteur. Et enfin, il a été montré que c'est toute la voie NRF2. Vous vous souvenez que la voie NRF2 contrôle beaucoup plus que le stress oxydant, elle contrôle aussi le métabolisme, elle contrôle aussi, on le verra dans le dernier cours, le pouvoir métastatique, et donc c'est un vrai gain de fonction. Alors, ceci a conduit à un modèle finalement un peu de Janus, vous savez, le dieu à deux têtes, qui regarde à la fois à l'avant, à l'arrière, et NRF2, suivant le contexte, peut avoir des fonctions soit de suppresseur de tumeurs, soit d'oncogènes, puisqu'il va être capable de détruire un certain nombre, d'inactiver un certain nombre de produits mutagènes. Il va être donc avec un rôle important en chimioprévention. Il va activer toute une série de métabolismes de protecteurs, et effectivement, comme je vous l'ai dit, les souris déficientes en NRF2 sont plus sensibles aux carcinogènes chimiques, mais à l'inverse, il va avoir des fonctions oncogéniques dans la progression naturelle. Ça, c'est vraiment dans l'initiation du cancer, mais dans la progression, il va avoir un rôle inverse, dans lequel il va y avoir des activations constitutives, et cette hyperactivation NRF2 va pouvoir favoriser la survie de ces cellules cancéreuses, promouvoir leur croissance, et l'hyperactivation de NRF2 ne
favorise pas seulement la croissance dans des conditions basales, mais il va également protéger du stress oxydant tel qu'il peut être induit par la radiothérapie ou la chimiothérapie. Et cette activation peut être liée à des mécanismes génétiques, les mutations dont on vient de parler, transcriptionnelles ou post-transcriptionnelles. Donc vous voyez une biologie complexe, et évidemment ces effets biphasiques expliquent la difficulté d'intervention sur cette voie, puisqu'on va avoir, suivant le stade du développement de la maladie, des effets qui peuvent être antagonistes. Et peut-être, juste un mot aussi, pour vous dire que finalement, cette expérience qui a été publiée il y a un peu moins de 10 ans sur des tumeurs pulmonaires, évidemment, illustre bien ce dont j'ai parlé au premier cours, c'est-à-dire ces essais cliniques de traitement avec des antioxydants qui, paradoxalement, en fait, avaient aggravé la situation des patients, des fumeurs qui prenaient ces compléments en antioxydants. Évidemment, cette observation qui a été publiée 20 ans après explique bien ce qui a pu se passer dans cette situation-là. Alors pour terminer, après NRF2, eh bien, NRF2 est vraiment considéré comme l'acteur de première ligne. C'est vraiment le facteur qui va contrôler, c'est le chef d'orchestre du stress oxydant qui va être responsable du contrôle de base, on peut dire, du taux d'oxygéné. Et on sait que quand ce système est dépassé, il y a toute une série d'autres facteurs qui vont prendre le relais et qui vont activer d'autres types de mesures de protection. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais il y en a un essentiel dont on va parler dans le prochain cours, c'est P53. En effet, P53 gène absolument majeur dans la biologie du cancer, qui contrôle vraiment de manière extrêmement profonde la croissance tumorale et la sensibilité aux différents types de thérapeutiques. Eh bien, P53 est capable de prendre le relais quand, pour des raisons diverses, la signalisation NRF2 n'est plus sensible. Et ceci est très important parce que, outre ses rôles sur l'apoptose, sur la sénescence, on sait qu'il y a également des rôles de P53 sur le métabolisme. Et ces rôles de P53 sur le métabolisme ont l'air d'être extrêmement importants dans ses fonctions antitumorales. Et comme vous le savez, c'est représenté ici, P53 peut être muté dans peut-être la moitié des cancers, ce qui est représenté ici par ces petites boules rouges qui vont inhiber la liaison de ce facteur à l'ADN. Et donc, il va y avoir des liens extrêmement étroits entre présence de ces mutations P53, activation de la voie, métabolisme, stress oxydant et réponse thérapeutique. Et ceci sera l'objet du prochain cours pour essayer de voir comment, à côté de cette première ligne au fond contrôlée par ce facteur NRF2, eh bien P53 va pouvoir rentrer dans les boucles de régulation. P53, on le verra, contrôle de manière très étroite la synthèse de l'ADPH, mais il a également d'autres effets métaboliques. Il contrôle l'activité de P21 qui contrôle NRF2 également. Et ce faisant, il va avoir des rôles majeurs dans les modèles de souris sur le développement tumoral et sur la réponse thérapeutique dont on parlera dans le cours prochain. Merci beaucoup.